Ça me fait plaisir de voir qu'au Week-end de la Liberté, les élections ressemblent tout à fait à celles qu'il y a dans Tintin chez les soviets. C'est assez agréable de voir finalement les bonnes méthodes. Merci beaucoup de m'inviter ce soir. On dit souvent qu'il ne faut pas prêcher les convertis, mais je peux vous dire que c'est très agréable de venir ce soir prêcher les convertis. Que moi qui cours les plateaux de télévision et de radio, etc., où j'ai en face de moi des gens, il faut quand même savoir qu'ils me défendent encore. Les débats, il faut savoir, hein, la télévision française, c'est alors la dette, de toute façon, elle n'est pas là pour être remboursée, et puis surtout le temps de travail. Ce qui est urgent aujourd'hui, ce qui est vraiment urgent aujourd'hui en 2018, c'est de réduire le temps de travail. C'est vraiment très très important, c'est ça le débat qu'il faut avoir. Donc, il faut comprendre que c'est ça mon quotidien, vie ma vie, c'est un peu compliqué, et je suis très content ce soir de pouvoir aller vous parler d'autre chose. La France, c'est un pays effectivement très paradoxal qui pratique les aversions malines avec une richesse, une inventivité qui est assez incroyable. C'est un pays où être libéral, c'est synonyme de dictature des puissants. C'est un pays où baisser les impôts, c'est un cadeau. Moins on vous rançonne, on vous rend un petit peu d'argent qu'on vous rançonne, c'est un cadeau qu'on vous fait. C'est un pays où augmenter les dépenses publiques, c'est s'enrichir. Et puis évidemment, c'est un pays où le mot rigueur est synonyme d'excès, espèce d'oubris, de... Oh voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà. La vallée. Le mot rigueur est un mot excessif, c'est un mot déraisonnable. Et je crois que c'est Erasme qui suggérait que... Tiens, il est faux contact, c'est pas ma faute. Hein. C'est Erasme qui suggérait que si tout le monde est fou, eh ben, le seul être raisonnable paraît naturellement fou. Au fou. Bon. Ce soir, on a une petite assemblée, profitons-en, de gens raisonnables dans une mer de folie. Cela étant, j'espère quand même que vous avez du vin à porter de vous, parce que c'est pas des choses réjouissantes que je suis venu vous dire du tout ce soir. Alors on m'a donné comme thème des finances publiques saines comme facteur de la richesse des nations. J'ai envie de vous dire ce soir que l'État a mangé son pain blanc. Le problème, c'est que son pain blanc, c'était l'autre. Quand j'étais scout, on disait n'importe qui peut camper par beau temps. C'est quand il fait mauvais, on reconnaît le bon scout. N'importe qui peut conduire un bateau quand il fait très beau. C'est quand, au moment de la tempête, on reconnaît le capitaine. Et bien jusque-là, en réalité, l'État, il n'a rien vu. Il a eu à gérer des faux problèmes. Ça a été très facile. Il n'a eu qu'à, on pourrait dire, exploiter la prospérité. Nous sommes aujourd'hui en 2018 et nous allons au-devant de tempêtes dont l'État n'a pas idée. En particulier, l'État français. Et c'est cette petite inquiétude que j'ai envie de partager avec vous ce soir pour répondre évidemment à cette question. Cette question qui est déjà une réponse, d'ailleurs c'est pas une question, d'ailleurs des finances publiques saines comme facteur de la richesse des nations. Évidemment, le désordre des finances publiques est emblématique hein, du système. Il en est même la pierre de touche au sens alchimique. Hein, pierre de touche, vous savez, c'était la pierre philosophale. Sauf que nous, en France, on fait le contraire. On transforme l'or en plomb. C'est l'anti-pierre philosophale qu'on a trouvé. Alors, je n'ai pas besoin de vous rappeler les chiffres. Hein. On a une dépense publique qui est 1,7 fois plus importante que la moyenne de l'OCDE. La dépense publique par habitant est supérieure de 67,8% à celle de l'Allemagne. Par habitant. On est évidemment surendetté. 2665, 2665, 2665. Toutes les secondes, on a 2665 € de plus de dette. On peut compter, on peut continuer longtemps. On a environ 35 000 € de dette, tous chacun, sur notre tête. Évidemment, quand nous naissons, 1978, 72 milliards de dettes aujourd'hui, 2200, 250, enfin, quand on aime, on ne compte plus. On n'a plus évidemment envie de compter. Alors, moi, ce que j'ai envie de voir avec vous, c'est peut-être discuter très rapidement, vous le savez comme moi, des causes de cette déflagration des finances publiques, mais beaucoup plus important, des conséquences de cette dégradation. Alors, les causes, bon bah, vous les connaissez comme moi, hein, c'est cette tendance de l'État à grossir. 1872, les dépenses de l'État, c'est 11% de la richesse nationale. 1930, c'est 22%. 1950, 53%. Aujourd'hui, environ 57, 58%. La cause historique, on pourrait en discuter, mais pour moi, c'est d'abord une cause philosophique. C'est faut dire, le dévoiement des théories du contrat social qui, à partir des visions de Locke et Hobbes, ont été, on pourrait dire, tordues par Rousseau. C'est la faute à Rousseau, sans aucun doute.
Rousseau est le premier à dire, qu'au nom de l'intérêt général, terrible concept l'intérêt général, affreux concept, au nom duquel on va pouvoir tout justifier, au nom de l'intérêt général, on peut écraser l'intérêt particulier. Rousseau, c'est le fossoyeur de l'individu, le fossoyeur de la civilisation qui est mauvaise. Hein. L'individu, la société est corrompue. Nous sommes mauvais. Heureusement, l'État va nous remettre d'aplomb. C'est toute l'idée de l'intérêt général. Et vous savez qu'il y avait un grand homme politique qui avait toujours sur lui un exemplaire du contrat social de Rousseau, Robespierre, Maximilien. Un grand humaniste, s'il en est. Il n'a pas emporté au paradis. À partir de là, la Révolution, comme vous le savez, a marqué une incroyable fin des contre-pouvoirs qui existaient avant, contrairement à ce qu'on pense très souvent. Et je cite souvent cet exemple incroyable. Vous savez que la colonnade du Louvre a été achevée par Louis XIV, qu'il a eu un mal fou à achever sa colonnade. Ce n'est pas une question d'argent. Il avait des problèmes d'argent aussi, mais ce n'est pas une question d'argent. Louis XIV n'arrivait pas à exproprier le bourgeois de Paris, qui n'avait pas envie de quitter sa maison. Et donc, à un moment donné, le Louvre est à quelques centimètres des maisons de Paris. Il ne pouvait pas finir. Il a eu un mal fou. Louis XIV. Louis XIV, il y avait un parlement. Il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Il n'avait pas le droit de tout ignorer. Évidemment, Montesquieu avait écrit des choses formidables sur le pouvoir, la nécessité des contre-pouvoirs. Le pouvoir, on a tendance à en abuser quand, évidemment, il n'y en a pas qui l'arrête, etc., etc. Vous connaissez tout ça. Sauf qu'à la Révolution française, on a dit « Oui, mais ça c'est formidable. Les préceptes de Montesquieu sont tout à fait valables quand on a un roi, un despote. Mais à partir du moment où c'est le peuple qui a pris le pouvoir sur lui-même, il n'y a plus aucune raison d'avoir des contre-pouvoirs. On ne va pas s'empêcher soi-même d'avoir du pouvoir. On ne va pas se lier les mains. Fin des contre-pouvoirs. Jamais l'État n'a eu autant de possibilités. À partir de là, en un siècle, il va échafauder cet extraordinaire sophisme qu'est le droit public. C'est-à-dire un droit pour lui. C'est le droit pour moi, c'est le droit pour lui. Un droit tout spécial. Hein. Tout taillé, tout spécial, et où les pauvres particuliers ne peuvent pas les mettre leurs sales pattes. C'est très très efficace. Bon, à partir de là, on pourrait évidemment parler beaucoup, cette belle phrase de Flaubert, qui parle de la vision, dans une lettre, il dit, cette vision de l'État, il parle, c'est une espèce de vaste monstre absorbant en lui toute action individuelle, toute personnalité, toute pensée, qui dirigera tout, fera tout. Décidément, il avait bien vu les choses, Flaubert, il était assez en avance. Louis XIV est probablement plus responsable qu'on ne le dit. Vous savez, on dit souvent que c'est à cause de lui que la Révolution est arrivée et qu'il a préparé en réalité un effondrement qui a fini par arriver. C'est probablement encore plus vrai qu'on ne le pense. On est encore en train de payer Louis XIV aujourd'hui. La révocation de l'édit de Nantes a été un événement absolument terrible. Et évidemment, comme vous le savez, suggéré par Madame de Maintenon, mais c'était probablement aussi une sorte de contre-feu allumé. À un moment donné, on avait des problèmes d'argent, comme pendant à peu près tout le règne. Vous savez, on dit souvent Denis Papin, un Français, a inventé la machine à vapeur. Vous savez où il l'a inventé? À Londres. Denis Papin était protestant. Il a été viré au moment de la révocation de l'édit de Nantes. Il y a aussi cette fameuse anecdote de l'ambassadeur du roi de France qui va voir le roi de Prusse et qui lui dit « Majesté, qu'est-ce que le grand roi peut faire pour vous ?» Le roi de Prusse lui dit « Mais qu'il révoque encore l'édit de Nantes !» Bénédiction pour tous les autres pays. On a toujours été très fort pour exporter nos richesses, ou plutôt pour exporter au sens où elles vont ailleurs, hein, sans nous. Alors, on pourrait citer évidemment tous les autres mécanismes propres à la dérive de l'action publique que vous connaissez et qui font l'extraordinaire désordre des finances publiques qu'on a. L'auto-justification, ce que j'appelle le syndrome du baron de Munchausen, vous savez, un peu ce baron qui se sortir des marais, se soulève lui-même par les cheveux. Hein, au bout d'un moment, l'administration s'auto-justifie, elle est à elle-même sa propre référence. C'est un phénomène tout à fait observé hein, en sociologie des organisations. Au bout d'un moment, une organisation existe pour elle et non pas pour son but. C'est Parkinson aussi qui montre que le travail va augmenter jusqu'à tout occuper comme un gaz. Donc plus vous donnez des gens, plus vous créez des choses, plus vous allez avoir du travail pour les occuper. À aucun moment les gens vont reconnaître qu'ils sont des œuvrettes, ou alors ils vont très très bien le cacher. Vous avez évidemment aussi Niskanen qui explique que toute administration va maximiser son budget, que tout chef a envie d'avoir 2 subordonnés sous lui, qui eux-mêmes vont avoir 2 subordonnés, etc. etc. et qu'à un moment donné, évidemment, la course à la taille est absolument inarrêtable.
Et inarrêtable, on constate, parce qu'on n'a toujours pas réussi à l'arrêter, hein, on constate ça. On n'a pas commencé le début d'un retour en arrière du point de vue de l'éléphantiasis de l'État, parce que c'est ça, c'est une sorte d'éléphantiasis terrible. Les hommes politiques qui s'y prêtent la main, évidemment, ils sont comme nous, ils ont leurs défauts, ils ont leurs propres agendas. D'abord, il y a évidemment un décalage entre ce qu'ils décident et puis les conséquences, et puis il y a ce qu'on appelle l'ambiguïté causale. Qui peut dire que parmi toutes les actions qui ont été faites, telle action a vraiment permis de baisser le chômage? En réalité, c'est toujours une bouffonnerie quand on est sur dans les médias et qu'il y en a un qui vous explique « Regardez, ça fait 9 mois que le président est là, le chômage n'a pas encore baissé. Mais si, on a fait telle chose, on a baissé tel curseur de 0,1 point et le chômage a baissé. » Vous voyez bien qu'il y a un lien. Tout ça, ce sont des corrélations pour causalité, ce qu'on apprend en étudiant de première année à ne pas faire, vous savez. Hein, post hoc, ergo propter hoc, ça ne marche pas. La plupart du temps, il faut vérifier. Évidemment, dans les médias, on ne vérifie pas, donc on balance à peu près n'importe quoi. Vous savez, c'était ce formidable livre qui s'appelle Freakonomics, où, à l'époque, il y avait eu une chute très très soudaine du banditisme et des crimes aux États-Unis. Et évidemment, on disait que c'était vous savez, la victoire a 1000 pères et la défaite est orpheline. On sait toujours, mais donc quand il y a un bon truc, vous avez toujours des gens pour dire c'est grâce à moi, regardez. Donc les hommes politiques expliquaient que c'était grâce à eux. Et dans Freakonomics, les auteurs expliquent très bien que c'est juste 18 ans après l'invention, enfin l'introduction de la contraception. Mais oui, c'est tout simple. Les enfants non désirés sont les enfants mal élevés. Les enfants mal élevés sont les enfants délinquants. Voilà. Plus d'enfants non désirés, moins d'enfants non désirés, égale beaucoup moins de délinquants, égale chute de la délinquance. C'est aussi simple que ça. Une bonne pilule, ça peut faire beaucoup plus qu'un homme politique. Bon, alors vous connaissez tout ça, évidemment. Ce qui est intéressant maintenant, c'est d'en voir les conséquences. Les conséquences, elles sont évidemment absolument dramatiques. Parce que le désordre, c'est pas seulement la manifestation, c'est pas seulement un symptôme, c'est aussi un outil. C'est un moyen pour l'État de continuer à grossir. Il y a un livre formidable qui s'appelle Le Labyrinthe, écrit par un de mes collègues de Lyon, qui s'appelle Jacques Pichot, où il explique que les administrations ont intérêt à compliquer pour mieux régner. On parle souvent de complexité, mais ce n'est pas de la complexité. La complexité, elle est naturelle. Notre ADN est complexe. L'administration est compliquée. La complication, elle est volontaire, elle est artificielle. Elle a le grand avantage, alors en fait elle a plein d'avantages. C'est d'abord un rideau de fumée qui éloigne le commun des mortels, comme pour la fiscalité ou la sécurité sociale. Qui peut comprendre exactement comment fonctionne notre système de protection de santé en France? C'est quasiment impossible, c'est un concours à soi tout seul à l'ENA, c'est une gageure incroyable. Évidemment, pareil pour la fiscalité, ça fait vivre des fiscalistes, tant mieux pour eux. Mais c'est un rideau de fumée entre le simple particulier, que nous sommes, et les hommes politiques et l'administration, et la technostructure. L'autre grand avantage, c'est que produire des normes, c'est un travail, et il y a des gens qui doivent justifier leur existence, donc, en travaillant, produit des normes. Et le troisième avantage, et pas des moindres, c'est que plus on a des normes et plus on a des complications, plus il y a des gens pour gérer cette complication. Donc vous avez un gars qui a créé le formulaire, un gars qui va être là pour tamponner le formulaire, un troisième qui va vérifier qu'on a bien tamponné le formulaire et qu'on l'a correctement rempli, un troisième qui va contrôler, etc. C'est formidable, ça marche merveilleusement, et malheureusement, ça nourrit cette extraordinaire croissance de l'État que nous connaissons, avec ces avantages que vous connaissez sur des rémunérations très élevées, en particulier à Bercy, c'est marrant, c'est les gens qui décident des rémunérations qui sont les mieux payées en général. Une coïncidence, probablement. Je crois qu'il y a à peu près 20% des plus hautes rémunérations d'État qui sont c'est à Bercy, bien sûr. Et oui, et quand on est proche du robinet, en général, on se sert beaucoup mieux. Je ne vous parlerai pas des jours de carence, je ne vous parlerai pas de la retraite, je ne vous parlerai pas de toutes ces choses-là que vous connaissez. Je ne vous parlerai même pas du clientélisme dont le vrai drame, c'est qu'il marche. Clientélisme, c'est super efficace. Voilà, ça marche. On est réélu, on est plébiscité. Le clientélisme, c'est évidemment le pire du court terme. Vous savez, on dit souvent, si l'État est fort, il nous écrase, s'il est faible, nous périssons. Le problème, c'est qu'en France, c'est la double peine. Il est fort là où il devrait être faible, et il nous écrase. Il est faible là où il devrait être fort, et nous périssons. On a les deux en même temps. Et ça va être de plus en plus le cas, parce qu'on est en 2018, on est au XXIe siècle. On n'est plus en 1980. Et la donne est profondément en train de changer.
Le problème, c'est que nos hommes politiques n'ont pas compris. Notre État est profondément... alors c'est bizarre, il est à la fois pris à pic fiscalement et impuissant. C'est le philosophe... Oui, vous voyez, je vous parle. Le philosophe Marcel Gaucher constatait dans Comprendre le malheur français que la France avait raté son entrée dans la mondialisation après le choc pétrolier de 1973. Mais on n'a pas raté que ça. Depuis, on rate tout. On rate toutes les révolutions. À Internet, vous vous souvenez de ce fameux rapport, on expliquait qu'Internet n'avait aucun avenir et qu'il fallait bien mieux garder le Minitel, qu'il y avait beaucoup plus d'avenir en termes commerciaux, naturellement. On a complètement raté le virage, évidemment, des smartphones. On a raté complètement le virage de l'intelligence artificielle. Et on est en train de rater magistralement celui de la voiture autonome. On est en train de devenir une pauvre colonie numérique. On parle de richesse des nations. Alors ça fleure bon le 18e. On se dit, ah, c'était une époque, n'est-ce pas, où l'Europe, mettons au 18e la France, au 19e évidemment la Grande-Bretagne, dominait le monde. Notre culture rayonnée, nous estimions immortelle, comme toutes les civilisations avant qu'elles disparaissent. Aujourd'hui, c'est un peu le banquet de pétrole. C'est un peu le crépuscule, non pas des dieux, mais probablement de notre civilisation, la civilisation européenne. On est, je vous avais prévenu, il faut que vous resserviez tout de suite, on est évidemment attiré vers le fond par un État qui n'a rien compris. Qui n'a rien compris aux enjeux, et toujours pas aujourd'hui, ou à peine. C'est évidemment extrêmement lent. Alors oui, il y a l'écrasement fiscal, mais ça vous connaissez tout ça, hein, c'est déjà Erasme, encore une fois, qui dans l'éloge de la folie disait « Les rois inventent chaque jour de nouvelles manières », ça date pas d'hier, hein, inventent chaque jour de nouvelles manières de faire absorber par leur fisc la fortune des citoyens. Évidemment, tout ça nous le savons. Le problème c'est que l'État se pique d'être stratège, et j'ai une confession à vous faire ce soir. Vous avez devant vous quelqu'un qui a travaillé au commissariat du plan. Non, c'était un stage. C'était mon stage de dernière année à Subdeco, mais j'étais à ce très brillant, sans rire, ça s'appelait le département de la modernisation de l'État, le service de la modernisation de l'État, le SME. C'était au dernier étage de ce petit hôtel particulier très sympathique qui s'appelait rue de Martignac. Très sympa, on était très bien, 2-3 secrétaires qui expliquaient qu'elles ne pouvaient pas passer à l'informatique, c'était trop compliqué pour elles. Évidemment, pour la modernisation, c'était pas très bien parti. Et je me souviens qu'en termes de modernisation, quand on commandait un livre à la bibliothèque qui était 2 étages en dessous, il fallait environ 48 heures pour le voir remonter, mais ça avait le grand mérite d'occuper un bibliothécaire qui nous l'apportait avec une exactitude qui l'honorait. Je ne sais pas ce que sont devenus tous ces bonnes gens, mais ce qui est évident, c'est que le plan n'a jamais marché. Ni hier, même pas un peu, même pas par hasard. Vous savez, il y avait cette fameuse histoire en Union soviétique, où ils avaient quand même eu l'idée de mettre d'un côté du pays l'usine à faire les tubes dentifrice, et de l'autre côté l'usine à faire la pâte dentifrice. Et le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte après, c'est qu'il fallait faire rentrer évidemment la pâte dans le tube, sinon c'était plus compliqué. Mais la planification ne peut pas tout faire, vous comprenez bien. Hein, le marché, avec tous ses défauts si méprisables, hein, avec tout cet individualisme, cet égoïsme, il peut de temps en temps avoir quelques réussites, mais heureusement, nous avons des formidables fonctionnaires omniscients, à défaut d'être omnipotents, qui prennent des bonnes décisions. Bah non, évidemment, vous savez bien que ça ne marche pas. Et ça ne marche pas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, l'État qui se rêve en organisateur, il n'est que la voiture balai du marathon de la mondialisation. C'est ça, en fait. Il ramasse les gars qui n'arrivent plus, il essaie de les rabibocher, et puis il essaie de nettoyer les rues, après le passage. Mais le marathon, le parcours du marathon, il est très loin devant. Le parcours, il se fait sans lui, les gens avancent sans lui, et il est juste derrière. Et il attend de voir ce qui tourne, en fait. Hein. Et il ramasse et dit c'est moi l'organisateur. Eh ben non, c'est pas lui qui organise, car aujourd'hui le monde avance sans l'État. En tout cas sans les États européens. Et peut-être pas, malheureusement, sans les États étrangers. C'est ça qui est un peu le problème. Parce qu'il ne faut pas être totalement naïf. Internet, c'était ARPANET. C'était un projet militaire. Il faut bien comprendre que
les Européens sont extraordinairement naïfs quand ils en viennent à imaginer les luttes économiques. Car ces luttes économiques, ce sont des luttes entre nations, que les États-Unis ont relativement compris, que la Chine a totalement compris, et qu'elle a aujourd'hui un agenda de domination du monde, dont elle ne se cache absolument pas. Nous, pendant ce temps-là, nous avons, vous savez, les deux choses qu'on a très très bien exportées, en réalité, les deux vraies choses que l'Europe a exportées, c'est la TVA, brillant, et le RGPD. Deuxième, que des règlements. Le règlement pour, vous savez, qui vient de sortir sur les données personnelles. On exporte très bien les règlements, on a une vraie expertise. D'ailleurs, un ami qui travaillait pour le FMI en Afrique me disait on ne peut pas entrer dans une ambassade, dans un ministère en Afrique, sans voir un Chinois sortir. Le Chinois, il leur apporte des routes. Il dit, je vous donne la route gratuitement. En échange, vous me donnez ces quelques territoires où il y a des terres rares qui m'intéressent. Merci. Nous, on apporte des règles. On a des tas d'idées de règles. Oh là là, on en a plein notre hôte. C'est un vrai Père Noël. Malheureusement, c'est peut-être pas aujourd'hui ce qui est tout à fait la clé de l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes dans une économie qui devient de plus en plus biface, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé d'ubérisation en disant c'est une désintermédiation, mais en réalité c'est une réintermédiation radicale autour d'une plateforme qui n'est, je vous rassure, pas maîtrisée par nous, mais maîtrisée par des gens ailleurs, et c'est déjà le cas et ça devient dramatique, y compris dans la défense. Nous sommes obligés d'acheter ailleurs des logiciels qui en grande partie peuvent aspirer les données et évidemment les monétiser. Nous devenons dépendants de ces pays. Et pour l'instant, il n'y a pas d'apparence que nous soyons capables de réagir d'une façon ou d'une autre. Parce que pour ça, on aurait besoin que l'État soit un peu fort pour une fois. Alors, je suis désolé s'il y a des anarchistes parmi vous. Mais là, il y a un moment donné, il faudrait que notre État cesse de croire que la guerre économique, c'est uniquement entre des gentilles entreprises qui se font gentiment concurrence. C'est malheureusement un peu plus compliqué que ça, en particulier quand on a les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, etc., et les Netflix, qui sont en train de prendre le pouvoir non seulement sur l'économie, mais sur nos esprits. Vous savez ce que dit Netflix? Notre principal concurrent, c'est le sommeil. Notre principal concurrent, c'est le sommeil. Aujourd'hui, chaque Français de plus de 5 ans regarde 3h50 la télévision par jour, en moyenne. Si. Ça n'a pas baissé. Il faut rajouter 4 heures devant les écrans, dont évidemment votre téléphone portable. Nous passons chaque jour, nous tous, la majeure partie de notre temps éveillé devant des écrans qui absorbent notre attention et qui sont calibrés pour cela, avec des notifications, avec des rappels qui sont calibrés pour absorber votre attention et finalement pour vous empêcher de réfléchir. Et je vais m'arrêter là après, et puis on parlera un petit peu de démocratie évidemment. On estime qu'il faut 15 minutes pour retrouver, quand on a perdu la concentration de la lecture profonde, il faut 15 minutes pour retrouver la concentration qu'on avait. Malheureusement aujourd'hui, ces 15 minutes, on les a quasiment plus. Cette capacité à lire de façon concentrée qu'on avait, on est en train de la perdre. Il y avait eu 2 révolutions technologiques extraordinaires qui avaient fait progresser la civilisation au IXe siècle. C'est arrivé au IXe siècle. La première, c'était celle du codex. On était passé du rouleau au codex. Le codex, c'est le livre que vous connaissez aujourd'hui. C'est une autre technologie qui permet de voyager beaucoup plus facilement dans le texte, de s'y repérer, mettre des notes. Alors que dans le rouleau, pour aller à la fin du rouleau, il fallait dérouler tout le rouleau. Première innovation. Deuxième innovation, la fin de la scriptura continua. Jusque-là, si vous regardez les anciennes inscriptions, on écrivait les mots tous à la suite, évidemment, sans aucune virgule ou point. On l'a inventé plus tard. Ce qui fait que pour comprendre un texte écrit, qui était en fait un pense-bête, parce que vous savez, on utilisait énormément sa mémoire, tous les Grecs connaissaient par cœur les milliers de vers de l'Iliade et l'Odyssée. D'ailleurs, quand vous lisez Platon et qu'il y a un Grec qui en croise un autre qui dit « Ah, tu as été il y a 2 mois à ce dîner avec Gorgias ?» Mais oui, j'ai entendu ce discours, je l'ai appris par cœur, je vais te le réciter. Alors là, vous êtes lecteur, vous dites « Ouais, c'est ça, super. » La ficelle est un peu grosse, mais non, c'était vrai.
Ils apprenaient tout par cœur. Et donc, l'écriture, c'était un pense-bête. Scriptura continua, il fallait dire tout haut le texte. Et donc, il y avait un coût cognitif important pour arriver à dire ce texte. Un coût très important. Il fallait le dire tout haut. D'ailleurs, on a le texte d'Augustin qui s'étonne de voir quelqu'un lire tout bas, lire dans sa tête. Ça n'existait pas. On ne lisait pas dans sa tête. À partir du 9e siècle, on invente, on sépare les mots, on met de la ponctuation, on entre dans l'ère de la lecture. On est en train d'en sortir. En 2020, on estime que plus de 50% des requêtes seront faites par oral. Déjà qu'on se plaint que nos jeunes ne savent plus écrire. Demain, ils n'auront même plus à écrire. Quasiment jamais. Ils pourront tout faire par oral. Nous sommes en train de sortir de l'ère de la lecture et on en sort d'autant plus qu'on a cru qu'avec Internet et les hyperliens, on allait pouvoir approfondir la lecture. Et en fait, non, c'était une fausse innovation technologique. Les hyperliens, ça détruit la concentration. Et les neurologues montrent que lire sur Internet, c'est comme lire un livre tout en faisant un mot croisé. Ce sont deux opérations cognitives radicalement différentes. Il y a un auteur qui s'appelle Nielsen qui a fait une étude qui s'appelle What users read on Internet. Que lisent les gens sur Internet? Et le résumé, c'est très drôle, c'est Well, they don't. Ils lisent pas. On lit 18% d'un texte sur Internet en moyenne. 18%. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'en réalité, la fin de notre prospérité, elle n'est pas liée seulement qu'à des mécanismes économiques brutaux qu'on peut observer. Ils sont très visibles. C'est beaucoup plus subtil et pernicieux que ça, ce qui est en train de s'opérer. C'est une prise de contrôle généralisée de tous nos cerveaux à travers ce petit truc dont je suis aussi dépendant de vous. 200 fois par jour en moyenne, on le regarde. 200 fois par jour. Tout ça, ce sont des données envoyées, commandées, contrôlées via les États-Unis. Et pour l'instant, la seule perspective qu'on puisse avoir, c'est que demain, ça sera la Chine. Ce qui n'est pas tellement plus rigolo, parce que, et je vais conclure là-dessus, le vrai problème derrière, c'est évidemment un problème de souveraineté et de démocratie. On est évidemment là pour parler de liberté. S'il y a bien un truc qui doit aujourd'hui nous occuper les esprits, nous empêcher tous de dormir, c'est ce qui est en train de se passer en Chine. C'est la notation sociale qui est en train de se développer, où on recoupe toutes les données de l'utilisateur chinois, y compris des caméras de reconnaissance faciale qui vous regardent dans la rue. Si vous traversez en dehors de la rue, vous êtes mal noté. Si vous êtes mal noté, vous ne pouvez plus voyager, vous n'avez plus d'emploi, vous ne pouvez plus avoir de logement, etc., etc. À travers la notation sociale, évidemment, c'est une immense prison à ciel ouvert qui est en train de se créer en Chine. Cette Chine qui est probablement notre maître dans très peu de temps. Et il n'y a même pas de raison d'espérer que l'État réagisse, parce qu'en réalité, on prend le même chemin. Parce que l'État nounou a exactement le même agenda, pour des raisons pseudo-différentes, mais en réalité, c'est la même chose. Il faut vous contrôler et faire votre bonheur contre vous-même. Parce que c'est toute l'idée depuis toujours, probablement depuis Rousseau. Il y en a d'autres qui l'ont dit, mais le bois de l'homme est trop tordu, ça c'est Kant qui disait. Il faut le redresser. Nous devons être redressés. L'État se propose d'être le gentil redresseur qui va nous aider à être heureux, y compris contre nous-mêmes. Mes chers amis, tout ça est très mal parti. Il est temps qu'on finisse nos bouteilles de vin. Voilà tout ça. Au moins, c'est ce que le kolkhoz n'aura pas. Voilà. Merci.